Nous avons, au long de notre séminaire, observé l'Église, le bâtiment, ses acteurs, bien sûr, leurs difficultés parfois, et les usages dits compatibles. Mais cette Église, patrimoine immobilier, immeuble, aussi belle soit-elle par son architecture, n'est rien si elle n'est complétée de ce qui la garnit, ce qui l'anime et qui parfois même la sublime. Elle est pourtant, ce patrimoine mobilier, donc je l'évoquais, est en général assez méconnu, ignoré, tant de la part de son propriétaire que parfois même de son affectataire. Elle est pourtant, sur le plan légal, régie par les mêmes règles que le bâtiment, qu'il s'agisse d'un encensoir, d'une patène, d'une hallebarde de Suisse ou d'une cloche. L'objet mobilier, de mobilé, que l'on peut déplacer, est utilisé bien sûr par l'affectataire qui doit veiller à la pertinence de l'utilisation qu'il en fait, bien qu'il n'en soit pas forcément le propriétaire. En effet, pour les objets, vous le savez, antérieurs à 1905, le maire, en général, a la responsabilité de la protection. Il doit donc veiller, en bon père de famille, à ce que des récollements soient effectués régulièrement et les services de la conservation des départements sont là pour les y accompagner. Pour fréquenter, tant au titre de mon métier qu'à celui de membre de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse de Luçon, je suis assez souvent effaré, je le dis bien, effaré, d'observer les conditions de conservation des objets dans les paroisses. Outre ceux qui sont vendus lors des brocantes et des déballages, avec la complicité même parfois de l'affectataire, c'est très souvent le manque de considération à l'égard de ces mêmes objets, dont l'usage n'est parfois plus d'actualité, j'en conviens, mais cela aussi forme ce patrimoine commun. On retrouve ces objets parfois dans des sacristies, peu sécurisées, sans chauffage ou trop chauffées, à proximité de fuites, et donc il convient évidemment d'être vigilant. Je passe évidemment sur les menus travaux des paroissiens qui consistent parfois à nettoyer du vermeil avec du mirror ou à faire de la soudure à l'étain sur des gloires ou des croix sommitales d'ostensoirs, par exemple. Il faut évidemment éviter. Le vol, bien sûr, demeure évidemment un risque non négligeable. Et j'en veux pour preuve un exemple très récent, puisqu'il date de lundi dernier, où un homme de 43 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal judiciaire de Quimper pour avoir commis une trentaine de vols dans le Grand Ouest, y compris en Vendée d'ailleurs, en dérobant pas moins de 170 objets. À chaque fois, même scénario, fracture de la porte de la sacristie. La suite, on la connaît. Qu'ils soient protégés ou non, plus de 2000 objets religieux sont protégés dans le département. Il est nécessaire de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de ces objets et à leur entretien. Il est loin le temps où le périmètre de la paroisse correspondait au périmètre de la ville. Alors, messieurs les curés, pensez à informer les élus propriétaires lorsqu'un objet, propriété de la ville, est déplacé pour être utilisé dans un autre clocher. En cas d'objet protégé, je le rappelle, il vous faudra impérativement y associer les services de la conservation. Sensibiliser le plus grand nombre à cet univers mobilier est donc une impérieuse nécessité. Et pour y associer le plus grand nombre, n'hésitez pas à profiter d'événements comme les Journées du patrimoine ou la Nuit des églises, par exemple, pour offrir urbi et orbi, si je puis dire, ces trésors d'église. Pour nous parler de ce patrimoine, je suis entouré cet après-midi d'éminents spécialistes. Certains vous sont bien sûr connus. Nous allons commencer avec Christian Gendron, conservateur honoraire de musée, auteur de nombreux travaux, spécialiste notamment de l'orfèvrerie et membre de notre commission diocésaine d'art sacré. Suivront Claire Durand, conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art de la Vendée, Cyril Longin, directeur des archives départementales de la Vendée, Arnaud Jolin, maître de conférences à l'université, enseignant à la fac de droit de Bordeaux, correspondant de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français en Charente-Maritime. Et puis, bien sûr, Guillaume Marionneau, organiste titulaire de la cathédrale de Luçon, membre également de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse de Luçon.
Je sais qu'il aime beaucoup parler, et comme moi également, il va falloir qu'on respecte le temps, mon cher Christian. Donc je te laisse le micro, tu as 20 minutes. Je te remercie Thomas. Merci à tous. Tu as déjà prononcé pour moi mon premier chapitre. Bravo. Et nous ne nous sommes pas concertés. Je dirais qu'en ce qui concerne les objets protégés par mes collègues, qui n'ont pas manqué de travailler et qui ne sont pas assez nombreux dans le service, que faire dans un bureau à 3 personnes alors qu'il y a quelques milliers d'objets à étudier, à triturer, à photographier sous toutes les coutures, pour des raisons scientifiques certes, mais aussi pour des raisons de sécurité. Un conservateur doit avoir une culture très vaste, bien sûr, mais un spécialiste de l'orfèvrerie, c'est encore un autre problème. Si vous n'avez pas de bons yeux, si vous ne trouvez pas dans la rue un trèfle à 4 feuilles qui vous saute aux yeux, faites autre chose. Si vous ne savez pas utiliser une loupe correctement, et si vous ne savez pas mémoriser tous les poinçons que j'avais recopiés un jour pour mes élèves et que je vous ai apportés ici, parce que la pédagogie commence par ça, ça aussi c'est pour les prêtres et les gens des paroisses qui m'aident. Dans les sacristies infernales dont tu as parlé, je dis bien infernales, où certains prêtres, la semaine dernière encore, me disaient qu'ils ne peuvent plus entrer parce que le plafond risque de leur tomber sur la tête, vieux mythe celtique par ailleurs. Et c'est pourtant vrai, j'ai la photo. J'ai les 2000 photos des orfèvreries que j'ai pu voir, c'est-à-dire peu de choses à côté de ce qui reste à faire. Et donc, le travail du conservateur consiste aussi à sensibiliser le public, les fidèles, les prêtres, les bonnes sœurs, qui ont la malheureuse habitude de trop nettoyer, comme tu l'as dit, Thomas, tout à l'heure, les objets sacrés, croyant bien faire. Mais non, quel péché! Et donc, pour former les gens, sensibiliser les gens à nos recherches, on ne peut pas s'installer dans une sacristie, sans eau et parfois avec l'électricité quand même, sans expliquer notre travail. Et je cite un habitant d'une petite commune voisine de la mienne qui m'a dit « Censément, vous faites le travail d'un policier. » Mais oui, nous enquêtons sur l'orfèvrerie, mais aussi sur le goût d'une époque, sur les artisans d'une époque, j'ose pas dire artistes, parfois ils le furent, même souvent, sur la générosité publique, sur la foi. Et je n'oublierai jamais que tous ces objets que je manipule avec un très grand respect, pas du tout comme un technicien, mais comme un homme respectueux et un Vendéen, j'ose pas dire authentique, je n'oublierai jamais que les objets que nous manipulons au quotidien contiennent le sang du Christ, le corps du Christ, et que nous sommes les seuls, après les prêtres, à les manipuler. Ça ne peut pas se faire innocemment, vous l'avez compris. Je sais à qui je le dis ici. Donc, passons. Dans les 4 périodes qui nous intéressent aujourd'hui, il y a l'Ancien Régime, qui m'intéresse spécialement, et surtout au niveau régional. Alors j'ai compté parmi toutes les pièces, et 140 pièces parfaitement identifiées. Il y en a beaucoup plus qui sont protégées par nos collègues. Je les salue tous à nouveau. Il y a, allons, cette pièce, un signe, Thomas Quin à Nantes, dont on dit, c'est à voir, que ce fut peut-être un cadeau de Louis XIII. Plus proche du micro. En fait, la chose n'est pas prouvée et difficilement prouvable. Donc je passerai sur les détails, après on arrive dans les querelles des spécialistes. Bon. Cette pièce extraordinaire en argent doré, qui est une monstrance, avec un piétement encore très Renaissance, des émaux translucides, un tas de choses qui mériteraient un commentaire de 2 heures. Cette pièce est une des plus anciennes, après, évidemment, la monstrance du XVe siècle, qui est publiée dans l'ouvrage qui est sorti hier. Merci Thierry, qui a fait sortir l'ouvrage à temps. Thierry, que je baptise à la fois notre bon pasteur et notre père fouettard. Il sait pourquoi.
Donc parmi les 140 pièces, il y en a, j'ai fait une statistique très intéressante, et là ça me surprend par rapport aux Deux-Sèvres, où j'ai fait la publication des vases sacrés du département, sans doute incomplet maintenant. Il y en a 60 de Paris, ça c'est normal. Au 17e, on va se fournir là-haut, pour un tas de raisons. Il y en a cependant 26 d'Angers et 23 de Nantes. Voici une pièce de Nantes. Angers, une des grandes capitales de l'orfèvrerie française, où les orfèvres étaient déjà fort nombreux, se transmettaient de père en fils le métier d'orfèvre. On sait tous, nous, que ce métier est monopolisé par des familles pendant des décennies, des siècles, et que par alliance, alliage, comme dit ma voisine, de familles authentiques, on arrive à monopoliser la fabrication des objets en or et en argent. J'en viens à parler justement, à propos d'or et d'argent, d'une histoire fondamentale qui n'est pas encore entrée dans les mœurs au ministère. Il faudrait qu'un jour que notre ministère, qui n'a jamais été très en avance, ça se saurait de toute façon, mais et dont la base politique est vieillissante autant que nous-mêmes, je voudrais dire qu'il est strictement nécessaire, en matière d'orfèvrerie, de peser les pièces. Je le dis devant Thomas qui est expert et qui sait bien que dans le commerce et dans le jugement que l'on a d'une pièce, il n'y a pas que la typologie, il n'y a pas que l'ornementation, il n'y a pas non plus que le symbole religieux. Autant de pistes à faire suivre des étudiants, entre parenthèses, je dis cela aux enseignants qui sont parmi vous. Il y a aussi le poids des pièces, qui est un révélateur du prix de la pièce, du prix que l'on a mis pour la faire fabriquer. Certains prêtres se sont quasiment ruinés pour acheter le beau calice de leur vie. Ceux que je vois, moi, tous les mardis matins à l'évêché, avec leur carte de visite de prêtre défunt. Comment on ne peut pas être larmoyant devant une telle chose? C'est un sujet d'émotion. Ce n'est pas simplement un sujet de typographie et de cases à remplir dans une fiche, comme on nous l'a demandé trop souvent dans notre ministère. Donc, voici pour l'Ancien Régime, je passe très vite. Alors, Angers, la famille des Hardy, mardi dernier, j'ai pu à Luçon identifier à coup sûr une nouvelle pièce de Hardy, qui est d'ailleurs protégée par nos collègues depuis longtemps, mais qui n'était pas franchement attribuée. Ici, Fontenay-le-Comte, un calice de Jean Crochet, le grand maître, fin 16e, début 17e, avec ses calices historiés, dont les gens du 19e n'auront qu'une envie, c'est de les reproduire. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, évidemment, pièce protégée depuis trop longtemps, avec des histoires racontées depuis le début du calice, c'est-à-dire son pied, on commence toujours par le bas, part toujours du terrestre, pour aller vers le céleste. Et donc, calice historié qui va être copié maintes fois, je vous montrerai tout à l'heure. Et là, j'arrive chez notre ami Pénaud, que je connais bien, parce qu'on voit de lui de temps en temps passer des cuillères à ragoût, des tasses à vin, que d'autres appellent des tasses de vin. Nous sommes français. Tasse à vin, c'est le mot du 18e. Et Pénaud est un homme extraordinaire des Sables-d'Olonne. Lui, il est fier de sa ville. Il y a 5 orfèvres aux Sables-d'Olonne. Il y en a 3 ou 5 à Fontenay, selon les époques. Il y en a 3 à Luçon. Oh non. Au revoir, les amis. Il lui reste 5 minutes, nous sommes en 1620. Donc... Ici, Luçon, avec Charles-Nicolas Rambaud. Ici, Fontenay-le-Comte, c'est une pièce qu'on vient d'identifier, que j'ai pu identifier il n'y a pas longtemps, grâce à des pièces civiles trouvées dans le commerce. Et il s'agit d'un petit ciboire des malades, de Rémy Guyot, qui a eu 2 fils orfèvres également. Je passe très vite. Voici le renouveau, notre église, avec des vases qui viennent soit de nos paroisses, donnés par les prêtres, soit de communautés religieuses ou de l'évêché même. Alors, c'est le renouveau avec une symbolique qu'il faudra étudier en détail, les vertus, foi, espérance, charité, dont l'auteur est très souvent un certain Montagny, graveur de Saint-Étienne. Il appartient à une famille de 7 graveurs. J'ai trouvé dans des fichiers sous le nom de Montagnier.
Et j'allais dire, pourquoi pas Gilbert, pendant qu'on y est. Voici un encensoir de Renault. Là, nous sommes dans la première période. C'est la résurrection de nos églises. Les églises s'équipent. Jusqu'en 1840, on s'équipe avec des orfèvres parisiens, pour la plupart. Renault toujours, dans le canton de Vermenot, ici. Très beau. Alors, très bel encensoir. À chaque fois, c'est un mouvement qui va du sol vers le ciel. L'agneau, le vase, un nœud, mais en fait c'est un vase d'où jaillissent merveilleusement les blés et les grappes de vigne. Et puis au milieu, le corps de Christ, avec sa lunule. Dites-moi pourquoi la plupart des lunules sont disparues de nos encensoirs. Je n'ai pas la réponse. Peu importe. Ciboire, toujours la première période de Martin, Paris, début 19e, avec les fameux médaillons de Montagny, ici, qui a signé. Magnifique œuvre. Tout cela est en partie seulement, mais en partie protégé, car il y a un gros travail qui a déjà été réalisé. Ici, belle surprise dans une paroisse que je connais trop bien. Il s'agit d'une chapelle qui a appartenu, j'en suis sûr maintenant, au secrétaire de Monseigneur Cateau, qui est mort jeune à 50 ans, qui est enterré dans notre paroisse. Et très belle réalisation, donc, avec les burettes, le très beau calice. Je passe. Quand je parlais d'un cadeau empoisonné, on est bien dans ce cas-là, parce que je finirais très mal sans avoir le temps de tout montrer. Je parle très vite du néo-baroque et du néo-gothique. Demain, si vous venez, vous verrez la chapelle de Monseigneur Bayès, telle qu'elle apparaît ici, sous forme fragmentaire, un chef-d'œuvre qui a voulu égaler, évidemment, les grands maîtres du XVIIIe. Je pense à François-Thomas Germain et à beaucoup d'autres. Boum. Trioulier, dont une œuvre a été récemment publiée par un de nos collègues. Et monsieur le maire, ici présent, est propriétaire dans sa commune d'une très belle œuvre de Trioulier qui vient d'être classée et protégée par nos collègues. Patène, illustré. Trioulier est un néo-baroque, très inscrit dans le mouvement Louis-Philippard, qui est le style des meubles de notre évêché. Tout ça doit être vu globalement, avec la musique qui va avec, tout le reste. On n'a pas le temps de parler, c'est bien dommage. De Jean, quand je vous avais dit qu'il y avait des copistes du XVIe et début du XVIIe, en voici un, de Jean, à Paris, modeste paroisse, pleine d'objets, à laquelle il y a plusieurs jours à passer déjà. Comment voulez-vous que nos collègues fonctionnaires puissent passer leur temps uniquement à faire l'inventaire des calices, des ciboires et des boîtes aux Saintes-Huiles et de tout le reste. Bien, Poussiel-Guéruzan, bien connu évidemment de nos confrères, une œuvre trouvée ici en provenance sans doute d'un évêque, mais pour l'instant on n'a pas la parenté de la pièce, une œuvre insigne, incrustée de pierreries et des mots. Alors contrairement à ce qui a été écrit parfois dans les fiches anciennes déjà, ce ne sont pas des faux émaux, ce sont des vrais émaux, simplement la partie cuivre a été moulée en même temps que le reste. Et on a comblé avec de l'émail. Je passe sur Poussiel-Guéruzan à nouveau, fin 19e, et vous allez voir, je vais finir avec 3 minutes de retard. Demarqué. Alors Demarqué a battu tous les records. Il a employé des centaines d'ouvriers, ils ont vendu partout, jusqu'au Vatican, ils ont envahi le marché avec leur catalogue, on vendait par correspondance, ils avaient des correspondants locaux sur lesquels il y a un beau sujet de maîtrise ou de thèse à faire. Tous les revendeurs d'orfèvrerie et de chasuble-blerie, il y en a eu à La Roche-sur-Yon comme partout, et j'ai trouvé cette pièce originale qui mériterait une protection, je pense qu'elle ne l'est pas, qui est une croix marquée par les Demarqué. C'est assez rare, ils ont fait beaucoup de calices, beaucoup de ciboires et autre chose, et là, ça valait le coup d'être dit. Toujours de Demarqué, voici, pour ceux qui ont dénigré le XIXe siècle, et pour ceux, architectes en chef, entre autres, qui se sont fâchés un jour avec moi, parce que je voulais faire classer des choses du XIXe, je dirais, mais c'est admirable de technique, c'est admirable de technologie, c'est admirable de savoir-faire, des émaux peints sur porcelaine ou sur cuivre, des vases qui sont sablés ou mordus à l'acide, point commun d'ailleurs avec les verriers de l'époque, avec lequel il serait intéressant. Donc tout cela,
sur le plan technique, est déjà une splendeur. Donc voici les Favier frères, dont j'ai aussi la marque ici, si elle vous intéresse, je pourrais vous la montrer, etc., qui sont des grands spécialistes de l'orfèvrerie et de l'inclusion des émaux. Voici une technique à droite de plaques en certiclos. Jamin et Chevron, je termine, Jamin et Chevron, Chertier, l'auteur du grand hôtel Notre-Dame à Luçon, qui a réalisé un hôtel entièrement couvert d'argent, cloué sur le bois. Je cherche toujours la signature, je n'ai toujours pas trouvé. Et voilà, on termine, voilà, c'est bien. Pour continuer la folie gothique qui a emparé de ces gens-là, qui copient les enluminures et copient le mobilier de l'époque, voici les Nems à Lyon, concurrence énorme entre Lyon et Paris. Je connais plusieurs exemplaires de ce même vase. Berger-Nem à Lyon avec des médailles, qui sont évidemment de la famille Pénin-Poncet, grand graveur en médailles. Belle découverte. Brunet, qui me permet de parler des étiquettes qui figurent dans les boîtes. Il faut relever toutes les étiquettes qui sont dans les boîtes. Ce sont soit des fabricants, soit des marchands. Voilà encore une belle piste de recherche pour des jeunes. De Marquet, que vous verrez demain, c'est le plus grand ostensoir de notre Far West. Il fait 1,12 m. Il fait 1,12 m de haut. Il est de haut de Marquet. C'est un chef-d'œuvre d'argent doré, d'émaux, de médailles. Enfin, vous le verrez demain. Venez demain. De toute façon, j'ai bien compris que je ne pouvais plus rien dire. Pardonnez-moi. Ah ben non. Non, non. C'est parce qu'ici, je voulais évoquer le malheur d'une famille à laquelle je voulais m'adresser cette semaine. Elle est en grand deuil. Et je voulais leur parler de ce calice extraordinaire avec des cœurs vendéens. Le seul que j'ai connu, une patène avec le cœur vendéen. La famille de la Poise, dont le calice de l'un des membres vient de passer devant vos yeux. J'éviterai les commentaires sur la nouvelle iconographie du XXe siècle, qui précède ou qui suit de peu Vatican II, pour évoquer Memery et Our, avec une symbolique jamais vue dans les patènes jusqu'à maintenant, le poisson et les pains, poum, Chéré, la simplicité, la méditation, le retour aux sources, le matériau tel qu'on le trouve pratiquement à l'état brut, l'ébène, l'améthyste, nouveau thème, la Vierge, en pèlerine, sur une patène, vous en aviez déjà vu? Tout ça mérite le classement, ou en tout cas une protection, d'une façon ou d'une autre. Le Schwartz, calice de Schwartz, le même vient de passer en vente publique. On vient de vendre en Normandie, il y a 15 jours, tous les biens d'un évêque chez lequel il y avait ce calice-là. Le nôtre n'est pas marqué, mais je sais qu'il est de Schwartz maintenant. Voilà. Et pour terminer, oui, en se souvenant de la honte que nous ne pourrons jamais effacer, celle du XXe siècle, qui a couvert de sang pour toujours notre sol. J'évoque ici cette timbale trouvée dans une sacristie obscure, humide et insalubre, dans une boîte à chaussures. J'ai eu un coup au cœur en me rendant compte qu'il y avait dans la boîte à chaussures une carte de visite de la famille qui avait donné cette timbale ordinaire de communion, couverte d'une croix en cuivre provenant d'un obus, couverte d'une patène qui est un fragment d'obus, et cette timbale, qui n'est pas protégée, qui le sera sans doute, c'est un appel du pied à mes collègues, a appartenu à un abbé, l'abbé Cléton, qui avait de la famille en Vendée, et dont j'ai retrouvé un discours. Merci Seigneur, car lui s'en est sorti, et j'ai trouvé un discours qu'il a fait pour le décès d'un de ses confrères et amis. Voilà, tout ça pour dire, que fait-on de ces objets innombrables dont vous n'avez vu que
pratiquement le 1000e. Et que ferons-nous, que ferons-nous demain? Des tonnes et des tonnes de bronze et de cuivre doré qui encombrent, entre guillemets, nos sacristies et qui, cependant, c'est le cas ici, contiennent des restes de saints, des restes humains ou des restes de contact. Je vous remercie pour votre patience. Angélique. Merci beaucoup. Merci de t'être plié au temps. Pardon.